Il était une fois, dans un pays où l'on n'arrive jamais, un vieil homme nommé Jean. Il vivait seul dans un petit appartement. Ses mains calleuses trahissaient une vie entière de dur labeur en tant que chaudronnier. L'usine lui avait volé sa santé et la maladie achevait le travail. Jeannot, comme ses amis l'appelaient, était un taiseux. Il avait été marié pendant près de 20 ans, mais sa femme avait fini par fuir son caractère introverti et son alcoolisme récurrent. Perdu dans la solitude de sa retraite, Jean rumina souvent sur les moments où sa vie avait basculé, notamment le départ de sa femme avec ses enfants qui l'avaient plongé dans une profonde dépression et renforcé son alcoolisme. Il aimait passer ses journées dans le bar du quartier, mais un jour, il rencontra une autre femme. Malheureusement pour lui, au lieu de résoudre ses problèmes, cette nouvelle conquête n'a fait qu'aggraver sa situation. Un soir d'hiver, après une violente dispute avec sa compagne de beuverie, Jean partit se saouler en centre-ville. Complètement ivre, il faillit mourir en tombant dans l'eau glacée du fleuve. Par chance, un jeune pompier hors service, envoyé par la Providence, le sauva de la noyade. Cette rencontre inattendue changea la vie de Jean. Il comprit qu'il avait encore une chance de se racheter et de se libérer de l'emprise de cet alcool. Grâce à cette expérience, il commença à retrouver goût à la vie, à regagner l'estime de soi et la force de se battre. Après avoir frôlé la mort, Jean essayait de se rapprocher de ses enfants qui refusaient obstinément de le voir depuis le départ de leur mère. Seule sa fille, Céline, avait accepté de reprendre contact avec lui. Malheureusement, les dégâts causés par l'alcool étaient irréversibles malgré son sevrage. La maladie le rongeait de l'intérieur à petit feu et il savait qu'il était condamné. Il était extrêmement malade, presque impotent. Une maladie osseuse avait déformé son corps. Lui, l'homme fort et fier, était devenu bossu. Sa principale joie dans la vie était de raconter les vieilles légendes qu'il avait lui-même reçues lors de son enfance. Des histoires immémorables transmises de génération en génération. Les derniers moments heureux pour ce vieil homme étaient de passer du temps avec Louis, son dernier petit-fils, à qui il transmettrait à son tour les contes et légendes du fond des âges. Les années ont passé et Céline avait gardé l'habitude de rendre visite à son père une fois par mois dans la région de son enfance. Elle s'était mariée à Julien Lambert, un homme sévère mais dévoué à sa famille. Elle était infirmière et lui ingénieur automobile. Le couple avait fondé une famille heureuse en région parisienne, donnant naissance à 3 beaux enfants. Émeric, 15 ans, Mathilde, 14, et Louis, presque 9 ans. Le cadet était un adorable bambin, les cheveux blonds tirant sur le châtain, de grands yeux bleus toujours souriants, espiègles et malicieux. Très tôt, Louis s'est révélé être un enfant rêveur. En classe, il admirait une immense frise chronologique suspendue au-dessus du tableau noir. Tous les rois de France y étaient représentés sous forme de dessins. Assis sur sa chaise, il s'imaginait ces époques lointaines peuplées de rois, de complots et de trahisons. C'était un bon élève, très apprécié de ses camarades de classe, mais ses professeurs disaient de lui qu'il était souvent perdu dans son monde. Il aimait jouer avec ses copains dans le jardin familial. Il rêvait qu'il était pirate, chevalier ou astronaute. Il adorait prendre du temps avec son père. Tous deux passaient des heures ensemble à jouer sur une vieille machine qu'avait possédée son papa depuis l'enfance. C'était un Amstrad, une marque désormais disparue. Le petit garçon avait conscience que cette machine était désuète, mais le temps de jeu passé avec son père n'avait pas de prix à ses yeux. Cerise sur le gâteau, son père lui avait appris le langage basique, qui lui permettait de programmer des petits jeux sur cette vieille machine. Notre histoire débute en 2023, alors que la famille Lambert se prépare pour un week-end à la campagne. Julien charge les valises dans le coffre de la voiture, tandis que Céline attache Louis sur la banquette arrière. Mathilde et Émeric prennent place de chaque côté de leur petit frère. Le véhicule démarre lentement, s'éloignant de la maison familiale, une belle demeure en pierre meulière grise retirée de la rue, nichée au milieu d'un jardin luxuriant, entouré d'arbres majestueux. Louis se retourne pour jeter un dernier regard à sa maison qui disparaît peu à peu. Il remarque que son grand frère semble particulièrement contrarié par ce voyage. Je n'aime pas aller chez le vieux.
s'exclama l'adolescent en direction de sa mère. Émeric, c'est pas une façon de parler de ton grand-père. Réprimanda son paternel d'un air menaçant en l'observant dans le rétroviseur. Moi, je suis super content d'aller voir Papy Jeannot. Rétorqua le cadet avec un large sourire aux lèvres. Céline lança un regard rempli de tendresse à Louis, puis quelques instants plus tard, Émeric donna une petite tape derrière la tête de son petit frère. Fayot, Chuchota-t-il avec un sourire sadique. Louis ne réagit pas, sachant que cela était complètement inutile. Le rapport de force n'était pas en sa faveur. Alors il se perdit dans son monde, laissant son esprit vagabonder parmi les histoires de Papy Jeannot. Son imagination le transporta au cœur d'une immense forêt. Monté sur un imposant cheval blanc, il chevaucha fièrement entre les arbres. Il se voyait un guerrier intrépide, revêtu de peau de bête sauvage et d'un casque à cornes. Mais pourquoi un guerrier? Se demanda-t-il. Non, il serait un preux chevalier en armure, Oui, ça claque un chevalier. se persuada-t-il, affichant un large sourire. Il lui fallait toutefois une belle princesse à sauver, et Léa serait la candidate idéale. Elle était la plus belle fille de sa classe. À chaque fois qu'il la regardait, il avait l'impression de fondre comme un bonhomme de neige au soleil. Avec ses cheveux roux coiffés en 2 couettes, ses taches de rousseur sur le visage, son petit nez et ses grands yeux bleus, elle était son amoureuse secrète depuis la maternelle. Il avait tenté de la séduire en lui offrant un livre de coloriage quand il était tout petit, mais la belle n'y avait pas semblé prêter attention. En repensant à cela, Louis fit une petite grimace de frustration. Comment dire à une fille aussi jolie qu'il l'aimait? Si ce n'est en lui offrant un livre de coloriage? S'interrogea-t-il. Il était perplexe. Peut-être devait-il lui offrir des fleurs ou une bague comme le font les adultes? Ah, Léa. Soupira-t-il à voix basse. Puis il reprit le cours de ses aventures imaginaires. Donc, Princesse Léa? Tiens, ça me rappelle Star Wars. Cette pensée l'amusa, et il imagina sa belle avec 2 chignons en galette. Mais il se ravisa, trouvant que cela ne lui irait pas. Alors il construisit mentalement un immense château noir où sa bien-aimée serait prisonnière. De qui déjà? Il chercha un méchant à la mesure de son courage. Un seigneur? Non. Un roi? Non plus. Alors il pensa à un monstre, comme ceux des légendes de Papy. Le monstre du fleuve, par exemple. Ça serait pas mal. Mais non. Il se disait qu'un monstre n'avait pas de château. Il lui fallait un méchant vraiment redoutable. Il réfléchit un peu, puis une idée jaillit de son esprit enfantin. Ce serait le diable, en personne. Quel meilleur méchant que le roi des enfers! Ainsi, il l'aurait enlevée parce qu'elle était trop belle, et il voulait la garder pour lui. Tout fier de son scénario, Louis se voyait galoper au cœur d'une forêt lugubre. Soudain, son cheval se cabra et il manqua de tomber. La voiture familiale freina brusquement, et le père, éructant des noms d'oiseaux en direction du conducteur devant lui. Ce n'est pas grave. Pensa le jeune homme. Il reprit sa course vers l'amour et galopa à nouveau à tombeau ouvert, épée à la main, criant « Léa, me voilà! Une musique épique résonnait dans ses oreilles. Des cuivres retentissaient comme des trompettes triomphantes. Des cordes évoquant la bravoure, des tambours invitant à la grandeur, puis une magnifique envolée lyrique marqua le rythme de sa chevauchée. Soudain, il entendit une ligne de basse, suivie d'une voix modifiée par un effet d'autotune qui chantait. Louis tourna la tête vers Émeric et lui tapota sur l'épaule en demandant « Tu peux baisser la musique, s'il te plaît? Émeric retira ses écouteurs en rouspétant. qu'est-ce que tu veux, microbe? Ta musique est trop forte, je l'entends. Souligna Louis. Et alors? Répondit Émeric en faisant un signe de tête pour montrer qu'il appréciait modérément sa remarque. Ton frangin a raison, c'est trop fort. On l'entend d'ici aussi. Intervint le père de famille. Tu comprends rien à la zik, Pops. S'exclama Émeric. Non mais sans blague, c'est pas de la musique, c'est de la merde. Julien réussit à s'abstenir de prononcer le gros mot, aidé par le regard de sa femme. Louis avait l'habitude d'assister à ces affrontements générationnels entre son papa et son frère. Il jeta un coup d'œil discret du côté de sa sœur. Mathilde était toujours impassible, silencieuse dans son coin, absorbée par son portable. Sans doute était-elle en train de discuter avec son petit copain. Revenant à ses rêveries, Louis chevaucha vaillamment au galop, terrassant quelques monstres imaginaires en chemin. Après les embouteillages sur l'autoroute A4,
En quittant l'agglomération parisienne, la famille Lambert prit la direction du nord-est, là où habitait Papy Janot. La ville de son grand-père s'appelait Charleville-Mézières, un nom que le cadet de la famille trouvait étrange, d'autant plus que ses parents avaient tendance à dire Charleville, en oubliant Mézières. En ce mois de mai, le temps était clément. Pas un nuage pour ternir la couleur azurée du ciel. À l'approche de l'été, il était rare d'avoir de telles températures dans cette partie du pays. Louis, cependant, avait de plus en plus de mal à se concentrer sur son histoire. Des collines vêtues de chênes majestueux s'élevaient, créant un paysage de nuances de vert. Les champs s'étendaient à perte de vue, parsemés de blé ondulant ou de coquelicots écarlates. Ce beau paysage défilait à vive allure, mais le petit garçon fixait désespérément la route. Une étrange sensation naquit dans ses entrailles, comme si une main invisible l'étranglait. Une aigreur à l'estomac surgit et sa salive eut un goût acide. Il commença à avoir des sueurs froides. Céline remarqua le visage pâle de son petit ange et s'écria « J'ai oublié la notamine !» Le visage du père se crispa d'angoisse, sachant déjà que la chute de l'histoire approchait, mais cherchant en vain un moyen de l'éviter. « Ça va, mon grand ?» demanda-t-il d'un ton mielleux et compatissant. Louis voulut parler, mais il fit une grimace pour indiquer que son état était problématique. Julien abaissa les vitres arrière pour faire entrer de l'air frais. « Tu vois bien qu'il ne va pas bien, Pops. Il va vomir. Arrête-toi. » supplia Émeric. « Louis, tiens le coup, on est proche d'une heure de repos !» argumenta son père. Cependant, le système digestif de Louis ne l'entendait pas de cette oreille. Et un flot acide remonta son œsophage. Il lutta intensément contre sa remontée gastrique, se mettant la main devant la bouche. Un choix cornélien s'offrit à lui. Il lança un coup d'œil à sa sœur, qui lui souriait avec malice, elle aussi connaissait la fin de cette histoire. Alors Louis tourna la tête vers son frère aîné. Les yeux exorbités, les traits du visage tendus comme des cordes de guitare, il hocha la tête en suppliant. « Fais pas ça, petit con !» C'est alors qu'un puissant flux gastrique sortit de la bouche du petit garçon et vint asperger son grand frère qui se mit à hurler. « Il m'a vomi dessus. Il a fait exprès, j'en suis sûr. » Puis l'infortuné aîné eut des hauts de cœur à son tour. La voiture s'arrêta aussitôt. Il venait d'arriver sur l'aire d'autoroute. Émeric sortit en courant vers les toilettes pendant que Louis était pris en charge par sa maman. La suite du voyage fut tout aussi épique, avec Louis passant la tête par la fenêtre de la voiture pour inspirer le plus d'air frais possible, luttant ardemment contre sa nausée. Ce n'est qu'en arrivant dans l'agglomération de la ville ardennaise que Louis se sentit mieux. Les maisons massives en pierre de taille, couleur ocre, et les grands toits d'ardoise bleue lui procuraient un sentiment apaisant. C'était le pays de son papy. Et même s'il n'avait pas réussi à poursuivre son aventure imaginaire, il avait terrassé un terrible dragon du nom d'Émeric Lambert. Et ça, c'était sa revanche. Il retrouva très vite son état normal. Il était tout excité et content de rendre visite à son grand-père. Il trépignait d'impatience car il savait que son pépé allait lui offrir quelques friandises et surtout lui raconter des histoires peuplées de monstres, de fées, de chevaliers et bien d'autres personnages légendaires. Quand Papy Janot racontait ces histoires, Louis aimait se blottir dans le canapé. Il fermait alors les yeux et se laissait emporter par le récit de ses nombreuses aventures. La relation fusionnelle entre Louis et son aïeul était plus qu'évidente. Cela donnait à Céline une bonne excuse pour rendre visite à son père. Et Jean, de son côté, voyait cela comme une opportunité de prendre sa revanche sur la vie. Bien qu'il ait été un mauvais mari et un mauvais père, il était déterminé à être un grand-père parfait. Après un long et périlleux voyage, la petite famille arriva enfin dans la voie où habitait Jean. Cette rue se trouvait dans le quartier de la Citadelle à Charles-Trou, comme Julien aimait l'appeler. Louis le soupçonnait de taquiner sa mère avec ce jeu de mots. Ce coin de la ville était composé de grandes bars et tours d'habitation. L'immeuble de Jean était une immense construction d'environ 100 mètres de long et de 7 étages. Louis n'appréciait pas l'endroit, le trouvait laid et uniforme.
En atteignant le bas de la résidence, Émeric et Mathilde se précipitèrent vers l'ascenseur, tandis que Louis monta rapidement les escaliers pour arriver le premier à la porte de son grand-père. Le comportement des deux adolescents agaçait leur père, et Céline, voyant la colère monter en lui, sut immédiatement le calmer grâce à sa douceur naturelle et son caractère conciliant. Louis se demandait si sa mère n'était pas une fée déguisée en maman. Elle avait tellement de pouvoir pour changer l'humeur de son père. Le garçonnet avait dévalé les escaliers en courant pour être le premier à arriver. Bien sûr, le garnement avait appuyé sur le bouton de l'ascenseur à chaque étage pour retarder les deux autres grands nigauds qui lui servaient de frères et de sœurs. Enfin, il atteignit le petit palier du 4e étage. Il y avait 2 portes identiques, l'une à gauche, l'autre à droite. Il se dirigea vers celle de droite. Une fois devant, il toqua impatiemment et attendit avec excitation que la porte s'ouvre. Mais rien ne se produisit. L'ascenseur s'ouvrit avec les 2 adolescents à l'intérieur, puis la seconde d'après, ses parents arrivèrent et toquèrent à leur tour. Un cri retentit. « Attendez !» Louis, souriant, tourna la tête vers ses parents. L'impatience était palpable. Il posa sa main sur la poignée et la tourna, mais la porte était fermée à double tour. « Eh oh, j'arrive !» Entendit-il à travers l'ouverture. On devinait au bruit derrière la porte que Jean cherchait quelque chose. Puis la clé s'inséra dans la serrure avec une série de cliquetis. La porte palière s'ouvrit et une odeur rance de renfermé, à la limite du supportable, se propagea rapidement sur le palier. Jean se tenait difficilement debout et fit un pas de côté. « Entrez, entrez les enfants !» dit-il de sa voix rauque et bienveillante. Soudain, un effluve délicat vint chatouiller leurs narines, surpassant l'odeur de renfermé. Le plus jeune de la fratrie, très gourmand, reconnut immédiatement l'odeur du chocolat chaud. L'appartement de Papy Jean n'était pas très grand, mais c'était suffisant pour accueillir sa fille, son gendre et ses 3 petits-enfants. Le modeste logement du vieux monsieur était humblement décoré. Aucun bibelot inutile, juste le strict minimum. L'appartement était composé d'une petite cuisine vieillotte avec des meubles en formica, de 2 chambres disposant chacune d'une penderie et d'un crucifix au-dessus des lits. La salle de bain était ornée d'un carrelage bleu patiné par le temps. Enfin, il y avait un grand séjour qui donnait sur une loggia. Louis se précipita vers le balcon. Il adorait la vue qui donnait sur une vieille centrale hydraulique qui enjambait un petit canal. Juste derrière, au loin, se dressait la magnifique et finement ouvragée toiture de l'hôtel de ville de Mézières. L'air frais entra dans l'habitation et dissipa un peu la mauvaise odeur. Les 2 adolescents, le nez collé à leur portable, se retirèrent chacun dans une chambre. Céline se dirigea vers la cuisine, horripilée par la saleté, et commença à faire un peu de ménage. Julien prit un livre dans la bibliothèque et s'installa dans un vieux fauteuil en tissu faisant partie de l'ensemble qui allait avec le canapé. Jean s'assit sur un fauteuil récent en cuir avec une commande électrique pour l'incliner. Céline le lui avait offert, sachant qu'il souffrait énormément du dos. Ce cadeau fut un soulagement car son horrible et décrépit canapé en tissu était terriblement inconfortable. Louis s'installa justement dessus, à côté de son grand-père. À l'autre bout de la pièce, une commode abritait un tourne-disque et une collection de vinyles. Papy était catégorique, on avait interdiction d'y toucher. Ces 2 passe-temps, les livres et les disques, occupaient la majeure partie de son temps depuis qu'il était en retraite. Sur un grand bahut, des photos de famille étaient exposées. Des instantanés de papy et mamie lors de leur mariage, ainsi que des portraits de tous les membres de la famille. Mais c'était sur une étagère que reposait une mystérieuse boîte métallique. Vieillie par le temps et cabossée par endroits, c'était sa boîte à malice, comme il aimait l'appeler. Le contenu ? Un trésor caché, peut-être des timbres de collection ou des lettres d'amour que sa chérie lui écrivait quand il était jeune. Le mystère restait entier. Mais pour Jeannot, cette boîte était tout aussi précieuse que ses livres et ses vinyles. Cependant, ce qui attirait toujours l'attention du petit, c'étaient les 2 grandes bibliothèques qui habillaient fièrement un pan de mur. Pour Jeannot, ces livres bien-aimés étaient sacrés. Il les surnommait «
c'est précieux. En les admirant, Louis repensa à une discussion qu'il avait eue avec lui. Pourquoi, papy, tu n'as pas de télé? C'est une boîte à cons. Louis n'avait pas compris cette énigmatique réflexion. Mais l'expression du visage de son papy lui fit comprendre qu'il regrettait ses dires. Tu sais, un jour, l'homme n'aura peut-être plus accès à l'électricité. Alors, tout le savoir de l'humanité sera sauvé par les livres. Cela fait des milliers d'années qu'ils sont là, et je suis sûr qu'ils dureront encore longtemps. C'est pour cela que je les ai appelés mes précieux. Mais l'excitation de découvrir l'univers ancestral des contes et légendes chassa rapidement ce souvenir. Louis était impatient de se laisser emporter par la voix rauque et chaleureuse de son grand-père. Il adorait les écouter. « Alors Louis, tu veux que je te raconte encore de vieilles légendes de mon pays ?» demanda-t-il. En guise de réponse, Louis hocha la tête en souriant. Jeannot demanda à son beau-fils de mettre un disque de Tchaïkovski, et c'est au son de cette musique classique qu'il commença son récit. Il savait que ce moment, avec son dernier petit-fils, était précieux. Louis était avide d'anciens contes, et la voix rauque de Papy Jean se fit entendre dans tout l'appartement. Le vieil homme choisit alors de raconter une légende qui lui tenait particulièrement à cœur. Bien installé dans son fauteuil, il se racla le fond de la gorge et demanda. « Louis, est-ce que je t'ai déjà parlé du château du diable, le Roque-Latour ?» Ah non, papy, je ne crois pas, mais raconte-moi s'il te plaît. Répondit son petit-fils avec des yeux pleins de curiosité. C'est à ce moment-là que Céline arriva. Elle déposa une tasse de chocolat chaud sur la table basse en face de son enfant. Louis la fixa attentivement, ses yeux pétillaient d'envie à la vue de cette délicieuse boisson. Elle jeta un regard à son père, qui lui fit un signe de tête pour indiquer qu'il ne désirait rien. Ensuite, elle retourna dans la cuisine. « Alors, allons-y mon petit. Il était une fois un pauvre seigneur. Il était marié à une très belle dame. Pourtant, il n'avait pas un sou en poche. Tout ce qu'il avait pu lui offrir, c'était une misérable chaumière. Cependant, par amour pour sa belle épouse, il se lança dans la construction d'un château. Mais il devait se rendre à l'évidence, il n'était pas en mesure de mener à bien cette entreprise colossale. En plein désarroi, un étrange personnage s'approcha de lui. Cet étranger lui fit une proposition aussi mystérieuse qu'inquiétante. En échange de son âme, il construirait un magnifique château en une seule nuit. Pendant que son aïeul parlait, Louis fermait les yeux pour mettre des images sur les mots. Une fresque colorée se dessinait dans son esprit. Pris par le récit, il coupa soudain. « C'est qui cet inconnu ?» demanda-t-il tout excité. « Ne sois pas si impatient, mon loupio. » tempéra son grand-père en faisant un mouvement de la main lui indiquant d'être moins véhément. Jean inspira légèrement et reprit son histoire. Le Seigneur n'était pas dupe. Bien qu'il ait reconnu le diable, il accepta malgré tout le marché pour les beaux yeux de sa bien-aimée. Et c'est ainsi que dès les premières heures de la nuit, la construction prit forme à la lueur des feux follets. Sous les ordres de Satan, une multitude de diablotins hissèrent d'énormes blocs. Des chaînes séculaires ont été abattues et équarries. Son petit-fils écoutait religieusement. La tasse fumante devant ses yeux lui faisait envie. Cependant, il préféra patienter. C'est alors que des ronflements retentirent dans la pièce. Le père de Louis venait de s'endormir, un livre à la main. Les embouteillages et les heures de conduite l'avaient épuisé. Le petit garçon fut amusé par la situation. Néanmoins, un mot de Papy Jeannot l'avait intrigué. Ça veut dire quoi, Écaris? Ça veut dire que les arbres ont été coupés en planches. Et séculaire? Ça signifie que les arbres étaient vieux, très vieux. Comme toi, papy? Coupa innocemment son petit-fils. Jean pouffa de rire, puis il reprit. Oui, comme moi. Bon, où en étais-je? Il chercha ces mots bercés par le doux ronronnement de son beau-fils. À la construction du château, papy. Ah oui, je reprends. La construction était presque terminée lorsque l'épouse du Seigneur, alors en plein rêve, vit un ange lui annoncer que son époux avait pactisé avec le malin. Elle se réveilla et se rendit aussitôt à l'église pour sonner l'alerte. Céline revint de nouveau dans le séjour, souriant à la vue de son mari assoupi. Elle prit à son tour un livre et s'asseyait sur le canapé à côté de son enfant. Louis semblait perplexe. Une question le taraudait. En quoi aller à l'église allait changer quelque chose, papy? Elle espérait qu'en sonnant les cloches, elle arrêterait les plans du diable
et ramènerait son époux à la raison. Ça vient de là, l'expression « se faire sonner les cloches » ? Peut-être. À vrai dire, je ne sais pas. Répondit Jean qui sentait une douce chaleur se diffuser dans ses veines. Il était heureux devant tant d'innocence. D'accord. Et si les portes de l'église étaient fermées ? Le grand-père comprit qu'il devait faire du forcing s'il voulait poursuivre son histoire. Mais elle ne l'était pas. Puis il enchaîna aussitôt. Néanmoins, sur le chemin, la belle dame rencontra une poule noire qui n'était autre qu'une vilaine sorcière complice de Satan. Cette volaille malfaisante et sans vergogne attaqua la jeune femme en lui donnant de violents coups de bec. Louis se pencha et prit la tasse par la hanse pour la porter à ses lèvres, mais le chocolat était encore trop chaud, alors il la reposa et demanda « Zut, le seigneur Fauché a donc perdu son âme ?» Mais pas du tout, mon petit. Malgré la hargne de la poule, la belle épouse réussit à atteindre l'église. Une fois à l'intérieur, elle constata avec une grande déception que le diable avait coupé les cordes des cloches. Pas de chance. ironisa son petit-fils. Mais c'était sans compter sur le coq de la ferme voisine, qui fut réveillé par l'action de la bien-aimée. Il se rua sur la poule noire et l'étouffa. Les cris stridents de la poule résonnèrent dans le calme de la nuit. Victorieux, le coq claironna avec un fort cocorico. Jean fixa les grands yeux bleus emplis d'émerveillement de son petit-fils. Il prit une légère pause, puis son récit s'accéléra. Le pacte fut rompu. Furieux, le diable réduisit en ruine le travail accompli durant la nuit. La jeune femme sortit de l'église, mais fut happée par un bloc de roche qui l'entraîna dans l'assommoir. Le petiot regarda dans le vide, essayant de visualiser la scène dans son esprit. Pour autant, il ne trouvait rien de logique dans cette partie de l'histoire. Comment la femme du seigneur a-t-elle été happée par un rocher ? Je ne comprends pas. En fait, c'est suite à la destruction du château par le diable. Les rochers se sont alors déversés dans la vallée, entraînant la pauvre femme avec eux. Le petit homme prit une moue dubitative en caressant le velours du canapé, comme si le textile usé par le temps l'aidait dans sa réflexion. Il plongea dans la question qui le turlupinait. Ah d'accord, mais papy, en quoi le chant du coq peut arrêter le diable ? C'est un conte. Disons qu'en entendant le cocorico, le diable crut que le jour allait se lever et que son pacte ne serait pas respecté, car le château n'était pas achevé. Louis fut satisfait de la réponse. Il reprit la tasse, souffla dessus avant de la porter à sa bouche, et cette fois il but une grande lampée de chocolat. Le goût sucré de la boisson chaude lui procura beaucoup de plaisir. Il reprit une deuxième gorgée et questionna son papy. Et c'est quoi là, ce mois ? C'est une rivière qui serpente le massif ardennais. C'est loin d'ici ? Non, à quelques kilomètres à peine. Mais reprenons notre histoire. La vallée était resserrée à cet endroit. La rivière précipita son cours. La belle dame, impuissante, a été aspirée par les rapides près du lieu-dit de Fade. Le seigneur chercha vainement sa belle épouse dans le village. L'inquiétude le gagna. Et c'est le cœur serré qu'il se dirigea vers le chaos rocheux. Jean marqua une pause dramatique pendant que son petit-fils écoutait les yeux fermés. Lorsqu'il découvrit un filet de sang et une mèche de cheveux couleur épi à proximité d'un gros rocher, le malheureux comprit qu'il s'agissait de sa femme. D'un signe de croix, il fit le vœu de vouloir rejoindre son épouse. La pierre se souleva et se renferma sur les jeunes époux, enlacés pour l'éternité. Le cadet de la famille avait écouté sans mot dire la fin du conte. Ses yeux brillaient. Son esprit était rempli de créatures magiques et de forêts enchantées. Néanmoins, sa curiosité prit le pas et il demanda. « Dis papy, pourquoi le diable voulait l'âme du seigneur ? Mon enfant, le diable se nourrit de l'âme des hommes. Plus il en a en sa possession, plus fort il est. C'est pour cela qu'il est prêt à payer cher pour en avoir un. » Lui répondit Jean qui tendit le bras pour caresser la petite tête blonde de sa main. La réponse de son pépé le choqua et une angoisse naquit dans son esprit. « Mais papy, Ajouta l'enfant inquiet. je ne veux pas que le diable prenne mon âme. » Cette idée effraya le petit garçon au plus haut point.
Un frisson parcourut son corps, hérissant les quelques poils de son duvet sur ses avant-bras. L'affirmation de son petit-fils le laissa pantois quelques instants. Pourquoi voudrais-tu que le diable prenne ton âme? As-tu déjà fait de grosses bêtises, Louis? Non, papy, je suis sage comme une image. Dit-il en rougissant. Alors, ne t'inquiète pas pour ça. Ton âme, pure et innocente, Dieu ne permettrait jamais une telle chose. Ainsi, Dieu me protégera du diable? Oui, Dieu est omniscient et bienveillant. Il sait tout de toi, de nous tous. Un peu comme le Père Noël? Oui, si tu veux. Il connaît tes secrets et surtout, il sait les bêtises que tu as faites. Dit-il en éclatant de rire d'un ton apaisant. Céline posa son livre et adressa un regard inquiet à son père. Papa, je sais que tu adores raconter des histoires. Mais faut faire attention à ne pas faire peur à Louis avec tes bêtises. À son âge, il est très crédule et peut croire n'importe quoi. Jean fut surpris par la réaction de sa fille. Il leva un sourcil interrogateur, ce qui plissa davantage son front, accentuant les profondes rides de son visage. Il réfléchit un instant, puis argumenta. Ce n'est qu'une légende. Cette histoire se transmet de génération en génération. Je ne la raconte pas pour effrayer, mais pour rappeler les valeurs qui comptent, notamment chrétiennes. C'est une parabole, ma chérie, une leçon que chacun interprète à sa manière. Je le sais bien, papa. Je comprends. Répondit le grand-père qui sentait un léger malaise s'installer. Mais néanmoins, vous devriez peut-être faire baptiser le petit ange. Réveillé depuis quelques minutes, Julien, qui lisait assidûment, interrompit sa lecture et prit part à la discussion. Il en est hors de question. Pas de bondieuserie dans ma famille. Affirma-t-il avec fermeté. Et puis, pourquoi faire? Louis ne comprenait pas ce qui était en train de se jouer sous ses yeux. Jean pensa qu'en le baptisant, il le protégerait du mal, mais il ne dit rien. Un silence s'installa, puis le vieil homme finit par demander à son beau-fils si le livre qu'il lisait était intéressant. Céline prit son fils dans ses bras, le serra tendrement et huma l'odeur de son cou. Elle était douce et sucrée. Elle ne put s'empêcher de lui poser un tendre baiser, puis elle déclara « Mon amour, le diable n'existe pas. Tu n'as rien à craindre. » La famille Lambert quitta la petite cité ardennaise pour retrouver la banlieue parisienne. Louis, durant le voyage du retour, s'imaginait combattre le diable pour sauver la belle dame coincée sous le rocher. Il se voyait en armure, chevauchant à toute allure, épée à la main pour combattre le malin. Puis il s'endormit, bercé par le roulis de la route et la notamine. Les jours s'écoulèrent paisiblement chez les Lambert durant ce mois de juin. Louis adorait cette période de l'année, avec ses longues journées et ses températures agréables. De plus, les grandes vacances approchèrent à grands pas. Dans la cour de son école, il s'était amusé à raconter la légende du château du diable à ses copains. Sous le préau, pour se protéger des rayons de l'astre solaire, il expliqua que près de là où habite son papy, le malin avait construit un immense château contre l'âme d'un seigneur très pauvre. Sans s'en rendre compte, le petit garçon parlait devant un auditoire bien plus important que son groupe d'amis. Parmi les enfants qui l'écoutaient, il y avait Léa, l'élu de son cœur. Il essaya de ne pas s'attarder sur elle, mais c'était plus fort que lui. À chaque fois, il lui lançait des petits regards en coin. Alors qu'il arriva au moment de l'histoire où il parla de la dame du Seigneur, un de ses camarades lui demanda « Elle est comment sa femme ?» Elle est belle comme Léa. Lâcha Louis sans réfléchir. Un général se fit entendre, suivi d'une ritournelle enfantine. Louis est amoureux. La petite fille était rouge comme une pivoine, mais elle lui adressa un grand sourire. Piqué au vif par les colibets, Louis en eut une bouffée de chaleur et cria de toutes ses forces. Non, je ne suis pas amoureux. Je n'aime pas les filles. Ça pleure tout le temps et ça joue à la poupée. Il trouva cette réplique inspirée par son meilleur ami Hugo, qui n'arrêtait pas de parler ainsi de sa petite sœur. Ensuite, il ajouta « Mais c'est vrai que Léa est très jolie. » Il reprit aussitôt malgré le joyeux tintamarre que ses dires avaient créé. C'était un mélange de rire, de papotage. Il entendit même que c'était sexiste et qu'on irait le dire à la maîtresse. Mais le conteur en herbe n'en eut cure et continua. L'assemblée redevint calme, mais à la fin de son récit, un grand de CM1 le tacla en affirmant que cette histoire était fausse comme le Père Noël. Cette proclamation anodine en apparence eut de graves conséquences, divisant la cour de récréation en deux camps distincts, les pros et les anti-Papa Noël.
5 minutes plus tard, Louis, un œil au beurre noir, fut convoqué par M. Paulet, ainsi que l'enfant du CM1, avec du coton dans le nez, qui avait lancé la controverse pour expliquer la raison de la bagarre. Le directeur fut bien en peine d'expliquer que le Père Noël n'existait pas, d'ailleurs il ne le fit pas. À la place, il baragouina un sermon sur la tolérance et l'acceptation des idées de chacun, ce qui était en parfaite adéquation avec la politique scolaire de l'époque. Les jours s'enfilaient comme des perles sur le collier de la vie de Louis. Puis, une nuit, il fit un rêve étrange. Il était dans son lit et fut réveillé par la sensation d'une présence dans sa chambre qui l'observait. En ouvrant les yeux, il vit son grand-père qui se tenait là face à lui. L'expression de son visage était étrange. Il avait les traits tirés comme si une profonde tristesse l'étreignit en même temps. Il avait un sourire radieux. Louis se redressa et s'assit sur le bord de son matelas. « Papy, qu'est-ce que tu fais là ?» questionna-t-il, à moitié réveillé. « Je voulais te voir avant de partir, mon loupio. » dit-il de sa voix rauque et chaleureuse. Cependant, le petit garçon trouvait que l'intonation n'était pas habituelle, comme si les mots se brisaient dans le fond de la gorge de son aïeul. « Et tu vas où ?» demanda son petit-fils en se frottant les yeux. « Je vais très loin d'ici. » dit-il simplement et avec douceur. « Et tu reviens quand ?»« Je sais pas, petit ange, mais je serai toujours à tes côtés, ne l'oublie jamais. Dors maintenant. » Il posa ses lèvres sur le front de Louis, et la dernière sensation que le petit garçon ressentit fut la rugosité de la moustache sur sa peau et l'odeur musquée de renfermé. Puis, il s'endormit profondément. Au petit matin, le téléphone sonna. Le visage lumineux de Céline se tendit et elle éclata en sanglots. La tristesse se lisait aussi dans les yeux d'Émeric et de Mathilde, alors que Louis cherchait à comprendre la situation. Malgré ses tentatives d'écouter les chuchotements de ses parents, il ne parvenait pas à saisir les raisons de leur peine. Pour lui, c'était sûrement une histoire de grande personne. Plus tard dans la journée, Céline prit son petit garçon sur ses genoux et lui expliqua, avec des mots simples, que son grand-père était maintenant au paradis. Louis fronça les sourcils, comprenant la situation tout en refusant de l'admettre. Il demanda à sa mère quand il reverrait son grand-père pour qu'il lui raconte une histoire. « Mon poussin, ton grand-père ne reviendra pas. » lui dit-elle, les yeux rougis par le chagrin. « Mais c'est impossible !» ajouta Louis, qui refusa d'y croire. « Papy est venu me faire un bisou sur le front cette nuit. » Un long frisson parcourut l'épine dorsale de Céline. Cette révélation la fit fondre en larmes. Ainsi, les Lambert prirent la route pour assister aux funérailles. Une messe fut célébrée en sa mémoire dans la basilique de Mézières. Louis était impressionné par la taille de l'édifice et surtout la flèche du clocher qui semblait atteindre les cieux. Son père refusa d'assister à la cérémonie ainsi que son frère et sa sœur. Mais Louis insista auprès de sa mère pour l'accompagner. Jamais il n'était rentré dans l'une de ces maisons de Dieu. Il trouva l'endroit démesurément grand, notamment à cause d'un impressionnant alignement de piliers de pierre qui grimpaient jusqu'à une haute nef en croisée d'ogives. La fraîcheur ambiante contrastait avec la chaleur estivale de l'extérieur. Les rayons du soleil traversaient les vitraux multicolores, donnant une lumière chaude et envoûtante. Il y avait beaucoup de monde, des oncles, des tantes et des cousins-cousines qu'il ne connaissait même pas. Louis trouvait la basilique magnifique. À la fin de l'office, il s'adressa à sa mère en lui disant « C'est une belle maison pour papy », déclara-t-il en portant son regard sur l'édifice religieux. « Mon ange, c'est pas ici que ton grand-père va reposer. » Dommage, pensa-t-il. C'est superbe ici. Julien et ses deux grands avaient patienté dans un bar environnant. Le père de famille vouait une grande répugnance à la religion. D'ailleurs, aucun de ses enfants n'avait été baptisé. Le cœur rempli d'émotion, ils se dirigèrent vers sa dernière demeure. Louis n'avait jamais été dans un cimetière auparavant, mais il savait que c'était l'endroit où les gens étaient enterrés. Après un court trajet en voiture, la famille arriva devant une grande grille en fer forgé surmontée d'un portique en pierre de taille finement ciselée. Juste derrière se trouvait une étrange maison coiffée d'une tour ancienne au chapeau pointu.
Puis la procession marcha le long des allées de la nécropole. Louis laissa son imagination errer le long des chemins bordés de sépultures, regardant les fleurs et les messages laissés en hommage aux défunts. Le lieu lui parut gigantesque. Certaines tombes étaient semblables à de petits mausolées, tandis que d'autres n'étaient que de simples croix ou stèles. Jean n'avait qu'une pierre tombale de marbre noir surmontée d'une stèle du même acabit. Son regard tomba sur le cercueil de son grand-père. Un océan de sensations l'envahit. Un serrement de gorge, un pouls battant dans ses tempes et ses entrailles qui se tordaient en eux. L'infinie tristesse le submergea. Il réalisa que son grand-père était désormais parti pour toujours, emportant avec lui ses histoires fantastiques et sa voix rauque qui le rassurait. Comment accepter l'inacceptable quand on a seulement 8 ans ? Une boule se forma dans son ventre. Une douleur vive s'empara de lui et il se mit à trembler frénétiquement. Des larmes roulèrent sur ses joues. Puis un flot interrompu de sanglots le submergea et le noya dans un chagrin abyssal. Louis était inconsolable. Il en voulait à la terre entière de lui avoir arraché cet être aimé. Après un dernier adieu, la famille de Jean se rendit à son appartement. De nombreuses personnes étaient présentes. Des adultes de tout âge et des enfants, dont de nombreux cousins et cousines. Les adultes se remémoraient le défunt avec des anecdotes et des souvenirs. L'insouciance des enfants prit le dessus. L'appartement se transforma en terrain de jeu, faisant coexister 2 sentiments antagonistes. La tristesse des adultes et la joie des enfants. Une partie de cache-cache commença par un compte à rebours et le plus âgé énumérait les chiffres doucement. 1, 2, 3. Les autres gamins se précipitèrent à travers le logement pour se cacher. Le décompte s'acheva et tous restèrent immobiles et silencieux pour ne pas se faire repérer. Louis avait trouvé sa cachette, juste derrière le canapé. Il se recroquevilla sur lui-même et retient son souffle, de peur de se faire découvrir. Tout à coup, il leva les yeux et aperçut la fameuse boîte à malice de son grand-père perchée sur l'étagère. Oubliant le jeu, il sortit de sa cachette, sachant qu'il n'avait pas le droit d'y toucher. Sa curiosité était plus forte que lui. Il chercha désespérément un moyen d'atteindre ce trésor, posé là comme un défi. Mais il était trop petit pour y arriver. Peut-être pourrait-il demander l'aide de son frère ou de sa sœur. C'était peine perdue. Les 2 adolescents étaient absorbés par leur téléphone portable et les adultes discutaient entre eux. Personne ne portait d'intérêt à sa présence. Profitant de ce moment d'inattention, il s'approcha du fauteuil et jeta un coup d'œil furtif tout autour. Sans plus attendre, il monta dessus et saisit la boîte. Fier de l'avoir prise sans se faire attraper, Louis se précipita vers le couloir qui menait aux chambres. Cependant, il y avait du monde partout, et il ne trouva aucun endroit tranquille pour examiner son butin. Toutes les pièces du logement grouillaient de monde. Finalement, il se rendit dans le seul endroit libre de toute occupation, les toilettes. Là, perché sur son trône, le petit chapardeur observa ce trésor. Ses mains tremblantes caressaient délicatement la boîte en métal. Il ferma les yeux et retint son souffle, prêt à ouvrir ce coffret mystérieux. Lorsqu'il découvrit le contenu de la boîte, Louis se sentit quelque peu déçu. Elle renfermait des petites voitures, des cartes à jouer et de nombreuses autres babioles. Il se dit à lui-même perplexe. Bof, ça ressemble pas vraiment à un trésor tout ça. Pourtant, 2 objets attirèrent son attention. D'abord, un vieux sifflet en métal portant une inscription gravée « CSSMA pour Jean, 1975 ». Ensuite, une photographie qu'il ignorait totalement. Sur cette image, son grand-père tenait un tout jeune enfant âgé de 2 ou 3 ans dans ses bras. En retournant la photo, il découvrit un message inscrit au dos. « Louis et Papy, décembre 2016 ». Il prit le sifflet, la photo et les cacha habilement dans la poche de son pantalon sous sa chemise, afin que personne ne puisse remarquer quoi que ce soit. Après tout, se dit-il, Papy Jean n'en avait plus besoin au paradis. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, faisant sursauter Louis. C'était son père, qui le cherchait depuis un moment déjà. Louis, habille-toi mon chat. Nous allons nous balader. On va profiter des rayons du soleil pour prendre quelques photos. Sa maman lui changea sa tenue pour lui faire porter des vêtements plus adaptés à la promenade. Le garçonnet enfila un jean, un sweatshirt gris à capuche et des baskets bleues. L'aventurier en culotte courte prit soin de remettre le sifflet et la photo dans la poche de son pantalon.
Le père de famille adorait la photographie, une passion qui l'accompagnait depuis toujours. Dis papa, on va se promener où? Veux-tu qu'on aille au Roque-la-Tour? Roque-la-Tour? Comme la légende de papy? Oui, mon chat. La petite famille installée dans la voiture prit la direction de Monthermé. Un bourg perdu dans le massif ardennais, lové dans une gigantesque boucle du fleuve. La route sinueuse longeant la Meuse faisait tanguer légèrement la voiture. Louis, installé dans son siège, ne perdait pas une miette du paysage qui défilait devant ses yeux. Les rayons du soleil estival se reflétaient sur le fleuve, laissant apparaître des milliers de paillettes à la surface de l'eau. Le petit garçon allait enfin voir le château du diable. Et tel un preux chevalier, il voulait en découdre avec le malin. Il s'imaginait un combat épique contre le maître des enfers, l'affrontant à l'épée comme un véritable guerrier. Il entendait le choc des lames qui croisaient le fer. Tout son corps frémissait d'excitation à l'idée de découvrir ce lieu légendaire. Avant d'arriver sur le site, il fallait encore prendre une route étroite à l'asphalte parfaitement lisse à travers la montagne. Des milliers d'arbres au feuillage verdoyant apportaient beaucoup de fraîcheur en cette chaleur étouffante. Le regard de Louis se perdait dans ce dédale végétal qui semblait interminable. La route en lacet n'en finissait pas de tournicoter dans tous les sens. Quelques kilomètres plus loin, la famille arriva enfin sur un parking planté au milieu de la forêt. Un panneau de bois usé par le temps indiquait « Forêt domaniale de Château-Reynaud, site du Roque-la-Tour ». Julien, son sac chargé d'appareils photo sur le dos, montra la direction à suivre. Les lambères longèrent un chemin forestier. La mousse recouvrait les pieds des arbres et une légère brise faisait danser la canopée. Le temps sembla se couvrir, faisant baisser la luminosité. La température suivit le même chemin. Louis tremblota, sans les rayons du soleil, l'humidité de la forêt devenait prégnante. Après quelques centaines de mètres à arpenter le sentier, ils arrivèrent sur le site. Un vaste espace dégagé surplombant la vallée de la Semois et dominant le massif ardennais dans un splendide écrin de verdure. Partout où le regard se posait, il n'y avait que de la forêt à perte de vue. Le lieu était majestueux, rempli d'un charme d'un autre temps et laissant planer de vastes mystères. Cependant, le ciel s'était couvert d'un étrange et imposant nuage ouateux. Louis avait l'impression qu'un immense papier bulle avait été tendu dans le ciel. D'un gris foncé, il prenait des nuances de gris clair, laissant deviner la présence du soleil derrière, comme si l'astre dominait les cieux, voulant percer ce tapis nuageux. Cette incroyable bataille céleste semblait faire clignoter le ciel. Le cœur de l'enfant balança entre deux sentiments antagonistes, la fascination devant ce spectacle si singulier et la crainte de ce phénomène qui lui sembla menaçant. C'est un mamatus, s'écria Julien qui admirait la formation nuageuse. Je n'en ai jamais vu, c'est extrêmement rare. Il sortit en toute hâte son appareil photo et commença à prendre de nombreux clichés du ciel. C'est quoi un machin? Interpella Louis à l'attention de son père. Julien ne répondit pas. Il était comme envoûté par le ciel, sorti d'un autre monde. Plus rien n'avait d'importance, si ce n'est prendre la plus belle photographie possible. C'est Émeric qui finit par répondre à son petit frère. Tu vois bien que c'est un nuage, microbe. Jeta-t-il à la figure de son cadet. Ça sent l'orage à plein nez. Ajouta-t-il avec un air inquiet. Mais ce qu'il y avait d'encore plus inquiétant que le temps, ce fut le comportement de leur père. Jamais il n'avait réagi comme ça. Il semblait frénétique, hors de lui, comme possédé. Même sa femme ne le reconnaissait plus. Il parlait tout seul, se demandant quel objectif prendre pour la meilleure photo. Il estima la direction du vent, son intensité, la luminosité, l'angle de vue. Son regard était effrayant. Il avait les pupilles dilatées et il parlait tellement vite que certains de ses mots devenaient incompréhensibles. Bon, faut que je prenne l'objectif, que je regarde la direction du vent, que je regarde l'orientation du soleil. Non, y a pas de soleil. Une hystérie mystérieuse s'empara de lui. Il faisait les 100 pas, puis s'arrêta net. Il s'accroupit et chercha dans son matériel son appareil argentique en hurlant. L'argentique, c'est ça. J'aurai la plus belle photo qui soit. Le grain sur la pellicule va me donner LA photo de ma vie. Louis sentit le corps de sa mère parcouru par un frisson soudain. Toute la famille était sidérée par le comportement du patriarche. Personne n'osa parler quand tout à coup, il se redressa et déclara tout excité. Céline, les enfants, je vais prendre des photos un peu plus loin. Au pire des cas, on se retrouve à la voiture d'ici 1 heure. Céline fronça les sourcils et regarda son mari avec des yeux emplis de colère. Il ne semblait pas avoir conscience de son comportement, voire même, il s'en fichait. Sa femme, hébétée, le regarda s'éloigner dans la forêt. « Qu'est-ce qui lui arrive à papa ?» demanda Louis à sa mère. En guise de réponse, elle le serra fort contre elle et dit «
J'en sais rien, mais il va pas être déçu du voyage quand il va revenir. Jura-t-elle avec un ton plein d'amertume et de colère. La maman se retrouva désormais seule, en pleine forêt avec ses enfants à gérer. Bien qu'elle soit habituellement douce et bienveillante, elle était bouillonnante de rage en son fort intérieur. Quelle que soit la raison de ce comportement, sa vengeance serait terrible. Mais elle n'avait pas le temps de rêvasser, car elle avait 3 rejetons à surveiller. La température chuta brusquement de plusieurs degrés, suivie d'un coup de tonnerre qui déchira la quiétude de la forêt et résonna dans toute la vallée. Le vrombissement de la déflagration se propagea comme une onde à travers le sol. Louis leva la tête et vit des éclairs traverser l'étrange nuage de toutes parts, le faisant scintiller. Céline et les enfants restèrent quelques secondes à admirer cet incroyable spectacle céleste. Puis une pluie battante déferla sur le Roque-la-Tour en un instant. Émeric et Mathilde voulurent se réfugier sous les arbres, mais Céline leur ordonna de la suivre. La mère avait repéré un renfoncement rocheux qui lui permettra d'être au sec. Ils se précipitèrent vers l'une des tours de pierre du lieu légendaire. Une colonne de roches massives taillée en blocs homogènes donnait l'impression de s'être effondrée sur un immense rocher, lui-même taillé en plusieurs morceaux rectangulaires. Ce tableau figé dans le roc offrait un abri de fortune. La famille s'y engouffra, puis se blottit les uns contre les autres. La pluie se transforma en déluge, et les éclairs claquaient dans l'air comme des coups de fouet divins. Louis aperçut une ouverture béante dans l'abri, ressemblant à une meurtrière de château, et qui donnait directement sur le vide de la falaise. Ils étaient tous trempés jusqu'aux os, leurs vêtements collés à leur peau les faisaient grelotter. Mathilde pleurait, Louis était terrifié et Émeric restait sidéré. Céline hurla. Ça va passer, ne vous inquiétez pas mes amours, ça va passer. L'apocalypse météorologique dura 10 bonnes minutes avant que la pluie ne s'arrête, aussi soudainement qu'il était apparu. Le Mamatus disparut, le soleil réchauffa les pierres détrempées du Roque-la-Tour. Le chant des oiseaux remplaça les décharges des coups de tonnerre, et le ciel redevint d'un bleu profond. Une odeur terreuse et minérale se fit sentir, légèrement âcre, se mêlant à des senteurs de fleurs, comme si la pluie avait sublimé les flagrances de Dame Nature. L'intuition de Céline lui indiqua de quitter cet endroit, car il y régnait une atmosphère étrange, mystérieuse et terrifiante. « Maman, tu crois que papa va bien ?» demanda sa fille, l'air soucieuse. « J'espère bien », répondit-elle en posant ses 2 mains sur les épaules de Mathilde. « J'espère qu'il va bien, car s'il est encore vivant, c'est moi qui vais l'achever. » Malgré ces mots de colère, elle s'inquiéta pour son mari. Elle saisit son téléphone et l'appela. Pas de réponse. Elle insista, toujours rien. Alors elle réessaya, et enfin il décrocha. « Bordel de merde, t'es où ? Quoi ? Comment ça ? Mais tu te fous de ma gueule ? T'es où ? » Pendant que leur maman explosait de rage, Émeric et Mathilde, accros aux réseaux sociaux, s'éloignèrent pour sortir leur mobile et relater leur étrange aventure. Ils se prirent en selfie, faisant comprendre à tous qu'ils avaient réussi à survivre au château du diable. Quant à Louis, il n'en croyait pas ses yeux. C'était donc ici que le malin avait voulu construire son fameux château, pensa-t-il. La voix de son grand-père résonnait encore dans ses oreilles. Son regard se porta vers la forêt qui semblait infinie à ses yeux. Tout y était. Les colonnes de quartzite, vestiges du château supposé qui formait 2 tours de pierre se dressant au bord d'une falaise abrupte. Il avait l'impression que les rochers étaient constitués de blocs de pierre posés les uns sur les autres, le tout dans un équilibre subtil. En contrebas de la falaise, il y avait un imposant amas rocheux qui s'étendait au pied de la paroi sous la forme d'une clairière. Le petit homme s'imaginait le diable, ivre de rage, donner un coup de pied dans son ouvrage, faisant s'écrouler l'édifice comme un château de cartes. « Mais je m'en fous de tes excuses. T'as abandonné ta famille, espèce de connard !» hurla la mère de Louis au téléphone. Louis, toujours captivé par le spectacle qui s'offrait devant ses yeux, s'avança vers un promontoire rocheux en forme de triangle. Il franchit une petite crevasse d'un large bond avant d'atteindre la plateforme. L'explorateur qui sommeillait en lui le poussa vers ce point mêlant la pierre et le ciel. Céline, qui surveillait son petit du regard tout en hurlant sur son mari au téléphone, s'époumonna. « Louis, il vient de pleuvoir. Le sol est glissant. Recule-toi, c'est dangereux. » Puis elle reprit ses invectives envers Julien. « Je m'en fous. » Quoi ? Écoute-moi, Julien. On va tous rentrer à la voiture. Tu as intérêt à être là. Je déteste cet endroit. Et oui, c'était une idée à la con. Céline, toujours aux aguets, observait Louis qui jouait dans les rochers. Elle décolla son mobile de sa tempe et hurla. « Louis, qu'est-ce que je t'ai dit ? Oui, maman, mais... Je ne te demande pas ton avis. Recule-toi immédiatement. » D'accord, maman. Promis, je fais attention. J'ai presque 9 ans, tu sais.
Je suis un grand maintenant. Céline, inquiète et furieuse, s'avança pour rejoindre Louis. Tout à coup, Mathilde poussa un cri. Maman, Émeric a fait tomber mon portable. L'écran est complètement fissuré. La mère de famille tourna le regard vers les deux adolescents. Elle fut affligée de voir qu'ils se chamaillaient. Émeric, tu t'excuses auprès de ta sœur, tout de suite. Exigea-t-elle tout en se dirigeant à reculons vers son cadet pour le ramener vers elle. Tout en continuant de le mettre en garde, Céline, toujours en communication avec son mari, se retourna en direction de son petit garçon. Mais Louis n'était plus là. Cet audiobook présente l'œuvre L'Odyssée onirique. Livre premier, Les temps anciens. À l'écriture, Toine Coste. Dans le rôle de Papy Jeannot, Don Simeone, Louis Lambert, Lilou, la mère de Louis, Edwige, le père de Louis, Toine, le frère, Valou, et dans le rôle de votre narrateur, Butch Cassidy.